Bonsoir et bienvenue à cette deuxième rencontre organisée par la revue Esprit et l'Institut d'études avancées et modestement nommée l'Esprit du temps. Trois grands spécialistes du livre débattront ce soir des risques et enjeux des technologies nouvelles pour la circulation de l'écrit, autrement dit pour l'avenir de la bibliothèque et du livre. En premier lieu, il y a Robert Danton, professeur de l'université de Princeton, spécialiste de l'histoire européenne et du livre, directeur de la bibliothèque universitaire de Harvard, mais plus important que tout ça, si vous le permettez, Robert Danton est résident à l'Institut d'études avancées. Et pour nous, Robert Danton, c'est Bob, et nous sommes très heureux et très honorés de l'avoir parmi nous. Quand Robert Danton nous aura présenté ses idées, il y aura une discussion entre Roger Chartier, directeur d'études de l'EHSS et professeur au Collège de France, où il a été titulaire de la chaire Écrit et culture dans l'Europe moderne. Il est spécialiste de l'histoire du livre et de la lecture. Et enfin, Jean-Noël Jeanneney, professeur à Sciences Po, ancien secrétaire d'État à la communication et directeur émérite de la Bibliothèque nationale de France. Il est spécialiste de l'histoire politique et des médias. Merci infiniment d'avoir accepté à parler, à discuter avec Robert Danton et avec nous autres ce soir. Je nous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci Grati, merci tout le monde d'être venu. C'est un bel endroit, nous allons parler d'un beau sujet, les bibliothèques, les livres, etc. Au risque de prêcher pour ma paroisse, je vous avoue que je ne crois point aux jérémiades qui annoncent la mort du livre et l'obsolescence des bibliothèques. Aux États-Unis, la production de livres imprimés reste stable à un très haut niveau. Plus de 300 000 nouveaux titres par an, et cela depuis 2010. Ça ne va pas. Et vous m'entendez assez bien? Dites. D'ailleurs, nous avons constaté une baisse dans la production des e-books, c'est-à-dire vraiment le livre imprimé se défend très bien et les bibliothèques également. Nos bibliothèques sont bourrées de lecteurs. L'histoire du livre nous apprend qu'un nouveau moyen de communication ne chasse pas les médias qui existent déjà. Du moins, dans la courte durée. L'édition manuscrite a fleuri pendant 3 siècles après l'invention de Gutenberg. Les livres, les bibliothèques ont un rôle crucial à jouer dans l'avenir de l'écosystème numérique, pourvu que l'intérêt public soit défendu. Mais cela n'est pas certain. Il s'en faut de beaucoup. Jetons un coup d'œil sur l'histoire des bibliothèques. Dans le cas de l'université de Harvard, la bibliothèque existe depuis 1618. Un certain John Harvard, dont nous savons très peu, légua sa collection de 400 livres à la petite académie fondée en 1636. Dotée subitement de la plus grande bibliothèque de l'Amérique du Nord, 400 livres, c'était étonnant, l'Académie a pris le nom de son bienfaiteur. C'est pour ça que l'université s'appelle Harvard aujourd'hui.
nous constatons que l'université s'est accrue autour de sa bibliothèque qui en forme le cœur et qui diffuse l'énergie intellectuelle à tous ses membres. Avec un fonds de 20 millions de livres, Harvard possède la plus grande bibliothèque universitaire du monde. Mais disposer d'une si riche bibliothèque constitue une responsabilité. Ne devrions-nous pas partager cette richesse avec tout le monde? Dès le début de leur histoire, les bibliothèques n'étaient accessibles qu'à une petite élite privilégiée. La bibliothèque d'Alexandrie n'admettait qu'une poignée d'érudits. Et il semble, mais on ne sait pas trop bien, que sa fonction principale, en stockant tous les livres du monde, fut d'être un monument à la gloire de la dynastie ptolémétique. En 1772, l'empereur Qin Lung entreprit lui aussi à créer une bibliothèque composée de tous les livres du monde, c'est-à-dire du monde chinois. Il confisqua les livres de ses sujets, brûla tous ceux qui étaient favorables à la dynastie Ming et garda ceux qui soutenaient la gloire de la dynastie Qing. Il y eut une purge semblable des bibliothèques privées en Tchécoslovaquie en 1954. 7500 livres brûlés. Mais c'était peu de choses par rapport à l'Holocauste de livres en l'Union soviétique en 1938-39, 24 millions anéantis. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais la conclusion est évidente. L'histoire des bibliothèques n'est pas uniquement positive, elle a un aspect noir. Personne ne conteste le fait que les bibliothèques ont contribué énormément à la civilisation occidentale en préservant les livres dès le début du Moyen Âge. Mais elles gardaient ces livres à la disposition d'une petite élite. Prenons l'exemple de Oxford. Depuis le XIIIe siècle, les bibliothèques d'Oxford se trouvent dans des collèges entourés de murs comme autant de forteresses. Ces murs de 4 à 6 mètres de hauteur et hérissés de pointes existent encore aujourd'hui. Quand j'étais étudiant à Oxford, la porte de mon collège se fermait à 10 heures du soir. Si on était dehors, il fallait faire le mur en profitant de certains endroits à peu près franchissables, ainsi que vous voyez dans cette photo de 1962 où j'ai posé avec un ami. Pour illustrer ces remarques, je vous montrerai d'autres photos des murs d'Oxford. Voici, par exemple, la bibliothèque universitaire, la Bodleian, garnie de pointes et de créneaux. Tout cela n'est que pittoresque aujourd'hui, mais il y a des barrières invisibles à l'accès à la culture. Je vais donc vous montrer quelques autres photos. Je ne sais pas si vous voyez assez bien de là, mais vous comprendrez bien mon idée. C'est que les citoyens normands sont exclus des bibliothèques d'Oxford et vous verrez partout des pointes, toutes sortes de murs
et d'obstacles qui protègent les bibliothèques et les intérieurs des collèges. Je pourrais continuer indéfinitivement. Mais comme j'ai dit, je parle plutôt des barrières invisibles à l'accès à la culture. Je pense aux effets de distinction dont parle Pierre Bourdieu. Le citoyen ordinaire hésite à franchir le seuil des bibliothèques et des musées fréquentés par une élite de chercheurs et de bourgeois cultivés. Pourtant, l'histoire des bibliothèques est traversée aussi par un courant qui va dans l'autre sens, vers la démocratisation. À l'âge des Lumières, Condorcet se fiait à la force des livres comme moteur de progrès et son ami Thomas Jefferson était d'accord. Le champ du savoir, disait-il, est la propriété du genre humain. Fin de citation. D'après Condorcet et Jefferson, les républiques de France et d'Amérique dépendaient de la République des lettres, c'est-à-dire de la production et diffusion des idées grâce à la liberté de la presse. Aujourd'hui, cette vision nous paraît naïve, voire utopique, mais elle appartient aussi à l'histoire des bibliothèques qui s'ouvraient petit à petit à des publics de plus en plus larges. La bibliothèque du roi admit des lecteurs à Paris en 1692, le musée britannique en 1759, la bibliothèque publique de Boston en 1848 et la bibliothèque publique de New York en 1911. Cette dernière bibliothèque servait d'université sans mur aux immigrés qui y entraient directement de la rue sans carte de lecteur pour consulter les livres dans les langues de leur pays d'origine. Bien sûr, cet accès au savoir ne pouvait pas dépasser les limites de la technologie héritée de Gutenberg. Au XVIIIe siècle, la plupart des hommes et surtout des femmes ne savaient pas lire et la plupart des lecteurs ne pouvaient pas payer le prix d'un livre. Mais aujourd'hui, nous disposons de l'Internet. Il nous est possible de réaliser ce qui n'était qu'un rêve utopique au siècle des Lumières. Considérons, par exemple, la différence entre deux grandes encyclopédies dont les dates de publication sont séparées par 250 ans. L'encyclopédie de Diderot, la Bible des Lumières, passait pour un miracle de production intellectuelle à l'époque de Louis XV. 17 volumes in folio de textes préparés par à peu près 200 contributeurs. Mais elle coûtait 980 livres, l'équivalent de 2 ans et demi de travail de gage pour un ouvrier ordinaire. Aujourd'hui, Wikipédia consiste en 30 millions d'articles fournis par 77 000 contributeurs actifs, comme on dit, et elle est consultée par 365 millions de lecteurs qui ne paient pas un sou. Un idéal nouveau de openness que je traduirai par transparence et accessibilité est en train de transformer le monde des connaissances. Ses origines remontent à cet idéal d'une république de lettres, chère aux philosophes des Lumières, c'est-à-dire la vision d'une communauté intellectuelle sans police et sans frontières, égalitaire et ouverte à tout le monde.
Au XVIIIe siècle, cette république était limitée à une petite élite, mais aujourd'hui, elle s'étend jusqu'aux limites de l'Internet. Et l'information est accessible à tout le monde sous forme de codes logiciels et de métadonnées, du moins en principe. Malheureusement, les avances vers l'idéal d'accessibilité se heurtent contre une tendance contraire, car l'accès aux connaissances est souvent fermé. Donc, encore quelques images avant d'arriver, vous savez où, à Google. Permettez-moi de vous poser une question. Quel est le prix moyen d'un abonnement à un journal de chimie aujourd'hui? Réponse, 4 044 $ par an. Quel était le prix en 1970? 33 $. L'augmentation du prix est 4 fois plus fort que le taux de l'inflation. Un abonnement au Journal of Comparative Neurology coûte 30 860 $ par an, soit l'équivalent de 600 monographies. 3 maisons d'édition, Reed Elsevier, Wiley Blackwell et Springer, publient 42% de tous les articles scientifiques et elles en tirent des bénéfices énormes. En 2016, le bénéfice d'Elsevier montait à 39% des revenus de 2,1 milliards de livres sterling. Rien que pour ces journaux en sciences, technologie et médecine. Ce n'est pas simplement une question d'avarice. Ces maisons d'édition sont des sociétés par action qui se doivent de rendre des bénéfices à leurs actionnaires. Mais les bibliothèques de recherche, dont les budgets se rétrécissent, ne peuvent plus payer les prix qui augmentent. Elles sont donc obligées d'annuler des abonnements et il en résulte inévitablement une diminution de l'accès au savoir. C'est la logique du marché. Mais il existe une autre logique, celle du bien public. Puisque les citoyens subventionnent la recherche en payant leurs impôts, n'ont-ils pas droit à connaître les résultats de la recherche? Je ne prétends pas connaître les conditions en Europe. Nous avons des spécialistes qui peuvent nous en parler, mais aux États-Unis, nous assistons à une lutte féroce de lobbies qui veulent bloquer un projet de loi proposé au dernier congrès, the Fair Access to Science and Technology Research Act. D'après cet acte, le public aurait accès aux articles scientifiques provenant de recherches subventionnées par le gouvernement fédéral, et cela gratuitement par l'intermédiaire de répertoires numériques, mais avec un délai de 6 mois après la date de leur publication dans des journaux. Est-ce que le nouveau Congrès votera en faveur de ce projet de loi? Ceux qui connaissent les manœuvres des lobbies ne sont pas optimistes. La lutte concernant les prix des journaux n'est qu'un exemple d'un conflit entre deux tendances fondamentales, la démocratisation et la commercialisation de l'accès au savoir. Je simplifie, bien sûr, et je ne veux pas
suggéré que le cyberespace est menacé d'une guerre manichéenne, car il s'agit en fait de trouver un équilibre équitable entre le bien public et les intérêts privés. Mais c'est de l'opposition de la démocratisation et de la commercialisation que dépend l'avenir de l'écosystème numérique. Prenons l'exemple de Google. En 2004, Google commença à numériser les collections des bibliothèques de recherche aux États-Unis. Au début, il ne s'agissait que d'un service de recherche. Grâce à son logiciel et à sa base de données composée de livres numérisés, Google proposait de fournir l'information pertinente accompagnée d'extraits des textes à l'utilisateur. Une association d'auteurs et une autre d'éditeurs répondirent par une poursuite en justice pour infraction de leurs droits. Il en résulta 4 ans de négociations secrètes et à la fin, un accord qui transforma le service de recherche en une bibliothèque commerciale. En vendant accès aux textes numérisés, Google toucherait 35% des revenus, les ayants droit 65%. Nous, les bibliothèques, seraient obligés d'acheter l'accès à nos propres livres sous forme numérique. Nous avions fourni ces livres gratuitement à Google et le prix de l'abonnement à sa base de données pourrait augmenter aussi vertigineusement que les prix des journaux. Cela sans aucun contrôle du public. Heureusement, une cour fédérale à New York cassa l'accord en le condamnant pour violation des lois antitrust. Et en effet, Google était en train de créer un monopole d'une nouvelle espèce, un monopole d'accès à l'information numérisée. On ne peut pas s'empêcher d'admirer l'audace de Google, numériser tous les livres du monde. Ne pourrait-on pas faire quelque chose de semblable, mais dans un autre sens, pour démocratiser l'accès aux connaissances? En Amérique, la tradition du libre accès remonte à la fondation de la Bibliothèque publique de Boston en 1848. L'inscription en dessus de l'entrée principale l'exprime clairement. Vous ne pouvez pas le voir, mais imaginez-vous que vous entrez dans la bibliothèque et en haut, en dessus de l'entrée principale est inscrit « Libre à tous ». Vous le voyez là, libre à tous. Mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous pouvons faire mieux que nos prédécesseurs du 19e siècle. Nous pouvons rendre accessibles tous les fonds de toutes les bibliothèques à tous les citoyens. C'est le but de la Digital Public Library of America, DPLA. Je vais donc vous parler un peu de ce projet. Le 1er octobre 2010, bien avant la décision contre Google par la Cour fédérale, nous avons convoqué à Harvard une quarantaine de chefs de fondation, de directeurs de bibliothèques et d'informaticiens pour discuter de la possibilité de créer la DPLA. Les fondations ont promis de trouver l'argent. Les bibliothèques se sont engagées à fournir les livres.
nous avons nommé un secrétariat et une équipe de techniciens au Berkman Center de Harvard et nous avons lancé un grand débat à l'échelle nationale. Il y avait des réunions avec plusieurs centaines de participants à San Francisco, Chicago et Washington. Des artistes tels que celui que vous voyez ici suivaient les discussions et représentaient par image les suggestions au fur et à mesure des interventions du public. Donc ça, c'est un exemple. Donc l'artiste illustre ce qu'il entend et on a toute une série de ces affiches qui représentent les débats. Donc, les débats se poursuivaient par email, listservs, websites, wikis et blogs. Il y avait streaming, texting et tweeting. Je vous demande grâce des anglicismes. Et le secrétariat à Harvard coordonnait les préparations de façon que la DPLA a été lancée avec succès le 18 avril 2013. Après 4 ans, nos collections comprennent 15,5 millions d'objets fournis par 2200 institutions éparpillés dans tous les 50 États des États-Unis. Les textes existent en plus de 500 langues et ils ont été consultés par des millions de personnes dans tous les pays du monde, sauf 3. La Corée du Nord, le Tchad et le Sahara occidental. En cliquant sur le site Internet que voici, vous pouvez consulter toutes sortes de textes et vous pouvez également faire des recherches dans une base de données en suivant une série de dates et de noms de lieux. Donc, voici les lieux, vous cliquez et vous pouvez consulter les livres qui les concernent ou bien vous choisissez une époque et vous faites de même. Vous pouvez visiter des expositions virtuelles qui sont fréquemment utilisées dans les lycées et vous disposerez de beaucoup d'applications mobiles, c'est-à-dire d'outils de recherche créés par des particuliers et attachés à la DPLA par hyperlien. Comment envisager la DPLA? Il ne faut pas imaginer un édifice monumental construit sur une base de données gigantesque. Au contraire, la DPLA est ce qu'on appelle un système distribué, c'est-à-dire un réseau électronique qui lie des collections numérisées dans plus de 2000 bibliothèques, archives et musées, de façon que l'utilisateur puisse avoir accès immédiat aux documents qu'il cherche. Du point de vue juridique, la DPLA est une association à but non lucratif avec un conseil d'administration. Elle est gérée par une petite équipe de spécialistes dont la plupart travaillent dans un bureau à Boston, mais elle est loin d'être bureaucratique. Au contraire, l'organisation est horizontale et composée par des centres autonomes qu'on appelle moyeux ou hubs. Les moyeux dits de contenu, tels que Harvard, la Bibliothèque publique de New York et la Smithsonian Institution, approvisionnent la DPLA de leur immense collection numérisée. Les moyeux de service, service hubs, développent des réseaux au niveau des villes en leur aidant à numériser ce qui représente la culture locale. Il y en a actuellement 27 et nous comptons
créé dans chacun des 50 États. Il travaille surtout avec les bibliothèques publiques. On invite tout le monde dans une petite ville ou dans un quartier à apporter leur collection familiale, des photos, des lettres ou autres documents à la bibliothèque locale. On les scanne, on leur fournit des métadonnées, on les préserve dans des répertoires numériques et on les intègre dans le système national qui s'accroît organiquement, tandis que la vie culturelle de la communauté s'enrichit autour de sa bibliothèque. Bien sûr, la DPLA ne peut pas se lier directement à chaque localité des États-Unis. Elle utilise des volontaires, ce qu'on appelle Community Reps, dont il y a déjà 172 éparpillés dans tous les États. La Fondation Gates subventionne un projet pour perfectionner l'expertise des bibliothécaires locaux dans le domaine de la numérisation et de la préparation des métadonnées. Ces images vous font voir le résultat dans un cas précis, l'État de Minnesota, où vous pouvez étudier peut-être l'agronomie et l'histoire locale dans un réseau de petites villes. Donc vous cliquez sur les villes qui vous intéressent et vous disposez de toutes sortes de renseignements qui ont été mis ensemble localement. Le public visé par la DPLA est donc très divers. Il comprend des chercheurs universitaires, des écoliers et étudiants à tous les niveaux, des lecteurs du troisième âge et toutes sortes d'individus qui ont besoin de renseignements et qui désirent simplement satisfaire leurs intérêts, leur curiosité. L'infrastructure technologique de la DPLA est aussi le résultat d'un travail de volontaires. Nous avons lancé un appel à tous les informaticiens en Amérique. 1100 personnes ont répondu. Une commission d'experts a choisi les meilleures idées et après 2 ans et demi, on a construit un modèle puis un système qui fonctionne parfaitement depuis le lancement de la DPLA en avril 2013. La technologie a été dessinée pour être compatible avec celle de Europeana, l'organisation qui s'efforce d'agréger les collections numériques des 28 nations européennes. Ainsi, malgré son nom, la DPLA n'est pas uniquement américaine. Elle fera partie, nous espérons, d'un système international, c'est-à-dire d'une bibliothèque numérique gratuite et globale. Ce qui nous a surpris à propos de la technologie, c'est le succès de notre API, Application Programming Interface, qui permet qu'on utilise toutes sortes d'applis liées au système central. C'est illustré ici, donc je ne vais pas entrer dans des détails techniques, mais c'est assez étonnant puisque la population se passionne pour le contact avec la DPLA et bien des gens inventent des outils qui sont liés au système central. Nous comptons 3 millions de téléchargements par mois uniquement par le moyen de cette API. Plusieurs particuliers, surtout des informaticiens indépendants, ont inventé des applis ou outils électroniques qui peuvent être utilisés par tout le monde grâce à notre API.
Voici par exemple Bookshelf, un outil qui favorise la sérendipité, découverte par heureux hasard. Vous voyez sur votre écran l'image du livre que vous cherchez. Et comme s'il était rangé avec d'autres livres qui traitent du même sujet sur un rayon virtuel, ici représenté verticalement. Vous cliquez sur l'image d'un livre voisin et vous pouvez le consulter. C'est une sorte de dégustation de texte qui permet de faire des découvertes inattendues. Voici d'autres applis développés par des particuliers. Un montage d'images de guitare, un plan de Chicago qui permet d'étudier en détail tous les quartiers de la ville. En encourageant ce genre de créativité chez les utilisateurs, la DPLA essaie de se lier au public et d'établir des rapports qui vont dans les deux sens. Au lieu de traiter les utilisateurs comme autant de lecteurs passifs, elle voudrait en faire des collaborateurs. Parmi ces programmes de sensibilisation du public, la DPLA travaille avec les lycées. Elle leur fournit des dossiers de documents, d'images adaptés à des cours d'instruction et elle va collaborer avec PBS, the Public Broadcasting System, qui a déjà développé un service pédagogique. Grâce à l'appui du président Obama, à la générosité des maisons d'édition de New York et à la collaboration de la New York Public Library, la DPLA fournit gratuitement des e-books. Et cela à de jeunes lecteurs dans les quartiers démunis de New York et d'autres villes. Nous avons déjà compté 1,3 million de téléchargements de lecteurs de ces e-books gratuits. En soulignant les succès de la DPLA, je ne devrais pas pour autant négliger les problèmes qu'elle doit résoudre. Les fondations privées continuent à la soutenir généreusement, mais à la longue, elle doit établir une base financière solide. Nous y travaillons et nous sommes déterminés à maintenir notre infrastructure technologique au plus haut niveau, ce qui n'est pas facile à cause des changements continuels dans l'écosystème numérique. Il faut recruter du talent et perfectionner l'administration. Mais curieusement, notre plus grand problème concerne la jurisprudence. Nous respectons les droits d'auteur, ça va de soi. Pourtant, ces droits s'étendent si loin dans le temps, la vie de l'auteur, plus 70 ans, que la plupart des livres du XXe siècle, tous ceux publiés après 1964 et la plupart de ceux publiés après 1923, sont exclus de la collection que la DPLA rend accessible au public. Aux États-Unis, nous pouvons profiter de la provision de fair use, c'est-à-dire l'article 107 de la loi sur le copyright de 1976, qui permet la reproduction de textes sans la permission des ayants droit pour certains buts non lucratifs, tels que la pédagogie. Plusieurs tribunaux civils ont rendu des jugements favorables à une interprétation de fair use, mais le terrain juridique reste incertain. À l'heure actuelle, nous comptons surtout sur la bonne volonté des auteurs et des éditeurs dans l'espoir qu'ils céderaient volontairement l'usage de leurs droits à la DPLA.
Cela a l'air naïf, je sais. Notez pourtant que la plupart des livres ne se vendent plus après quelques années. Une fois que la valeur commerciale de son livre est épuisée, que désire l'auteur? Avoir des lecteurs. En transférant l'usage de ses droits à la DPLA, il empêche que son livre ne périsse sans être lu sur les rayons d'une bibliothèque. Nous venons de créer une association d'auteurs, Authors Alliance, liée à la DPLA, qui se charge de cette fonction. Pour ma part, je lui ai confié l'usage des droits de 2 de mes livres. Le premier, publié en 1968, produit assez d'argent pour que je puisse inviter ma femme à dîner 1 fois tous les 3 ans, si elle paie la moitié de l'addition. Je ne crois pas que les forces de la commercialisation soient destinées à monopoliser l'accès aux connaissances par le moyen de l'Internet. La DPLA témoigne d'un esprit public qui est à la fois utopique et pragmatique. Elle s'inspire de la philosophie des Lumières, mais elle se consacre de façon concrète et utilitaire aux besoins du XXIe siècle. Loin d'être une version virtuelle de la bibliothèque du Congrès, elle est une bibliothèque d'un tout nouveau genre, non seulement par rapport à sa technologie, mais dans son organisation et son esprit. Elle représente la démocratisation de l'accès à la culture. Si elle réussit, elle mettra la patrimoine humaine à la portée de l'humanité entière. Je vous remercie de votre attention.